Choc mondial. Trump exige 1 milliard de dollars au Qatar pour la paix. 3 pays refusent. Le mot paix est prononcé. Mais à l'instant même où il l'est, quelque chose se fissure dans l'équilibre mondial. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est plus discret que cela. Et pourtant, c'est précisément ce genre de moments silencieux qui annoncent souvent les plus grands basculements. Ces derniers jours, une initiative présentée comme une tentative de stabilisation internationale commence à circuler dans les capitales. Officiellement, il s'agit d'un cadre de dialogue, d'un mécanisme censé calmer des tensions devenues incontrôlables. Le vocabulaire est rassurant. Les mots sont choisis avec soin. Paix, conseil, stabilisation. Mais très vite, un détail surgit. Un détail qui ne figure pas en première ligne des communiqués. Un détail qui change la nature même de ce qui est proposé. Selon plusieurs sources concordantes, l'accès à ce nouveau cadre ne serait pas uniquement politique ou diplomatique, il serait conditionné. Et la condition évoquée n'est ni symbolique ni procédurale. Elle est financière, très concrète, 1 milliard de dollars. Pas pour financer une mission humanitaire clairement définie, pas pour abonder un fonds multilatéral existant, mais comme ticket d'entrée dans un dispositif présenté comme un espace de paix. C'est à cet instant précis que le malaise commence, car lorsqu'un processus de paix adopte la logique d'un droit d'entrée, il cesse d'être un simple instrument diplomatique. Il devient autre chose, une structure hybride, à mi-chemin entre la négociation et la transaction. Et ce glissement, aussi subtil soit-il, n'est jamais neutre. Plus troublant encore, cette exigence financière serait liée à un pays précis du Moyen-Orient, un acteur déjà central dans plusieurs médiations régionales, Qatar. Un État habitué aux équilibres délicats, aux discussions en coulisses, aux négociations sensibles, mais ici, le rôle évoqué dépasse celui de simple médiateur. Et pendant que cette information circule, une autre réalité se dessine. Tous les pays invités ne répondent pas de la même manière. Certains hésitent, d'autres acceptent d'examiner le cadre. Mais au moins 3 États refusent ouvertement de s'y associer dans ces conditions. Ce refus n'est pas formulé dans le langage de l'hostilité idéologique. Il ne s'agit pas d'un rejet de principe. Il s'agit d'un désaccord plus profond, presque instinctif, face à une méthode jugée incompatible avec leur conception de la diplomatie internationale. Derrière cette initiative se trouve une figure qui ne laisse jamais indifférent. Donald Trump, un dirigeant connu pour sa capacité à bousculer les codes, à transformer les rapports de force et à appliquer aux relations internationales des logiques issues du monde des affaires. Mais ici, la question dépasse la personnalité. La vraie question est ailleurs. Que signifie un monde où l'accès à un cadre de paix serait conditionné par une contribution financière massive? Que devient la notion d'alliance lorsque la participation elle-même semble tarifée? Et surtout, que se passe-t-il lorsque certains pays disent non, non pas dans le silence, mais publiquement? Ce qui est en jeu n'est pas un simple désaccord diplomatique, c'est un signal observé par les alliés, un signal analysé par les adversaires, un signal interprété, parfois de manière opportuniste, par tous ceux qui scrutent la solidité des engagements internationaux. Car dans un monde déjà fragilisé par des conflits ouverts, par des équilibres militaires instables et par une méfiance croissante entre États, la moindre ambiguïté peut produire des effets en chaîne. Et c'est précisément pour cette raison que cette affaire ne peut pas être réduite à une polémique passagère. Elle s'inscrit dans une séquence plus large, faite de décisions rapides, de messages parfois contradictoires et d'une redéfinition silencieuse des règles du jeu international. La question n'est donc pas seulement de savoir ce qui est proposé. La question est de comprendre ce que ce type de proposition déclenche déjà, même avant d'être formellement mise en œuvre. Parce que dans les relations internationales, ce ne sont pas toujours les annonces qui comptent le plus. Ce sont les réactions qu'elles provoquent et parfois les silences qu'elles installent. Pour comprendre pourquoi cette proposition provoque un tel trouble, il faut revenir à son origine et à son moment d'apparition.
Rien ici n'arrive par hasard. Le calendrier compte autant que le contenu. Depuis plusieurs mois, la scène internationale est marquée par une accumulation de crises non résolues. Les conflits s'enlisent, les cessez-le-feu restent fragiles. Les médiations traditionnelles peinent à produire des résultats durables. Dans ce contexte, l'idée d'un nouveau cadre de discussion peut, à première vue, sembler rationnelle. Elle répond à une fatigue diplomatique largement partagée. C'est dans ce climat que l'initiative commence à circuler. D'abord de manière informelle, puis progressivement sous la forme d'un projet structuré, présenté comme un conseil de paix capable de réunir des acteurs influents autour d'une même table. L'objectif affiché est simple, accélérer les processus de désescalade là où les mécanismes existants s'enlisent. Mais très vite, une singularité apparaît. Ce cadre n'est pas pensé comme une extension d'organisations multilatérales déjà en place. Il ne s'inscrit pas clairement dans le prolongement des Nations unies, ni dans celui d'alliances régionales établies. Il se présente comme une structure parallèle, plus souple, plus rapide, moins contrainte par les procédures. Cette souplesse est précisément ce qui attire certains acteurs et inquiète profondément d'autres. Car dans les relations internationales, la lenteur n'est pas toujours un défaut. Elle sert souvent de garde-fou. Elle impose des consensus, des équilibres, des lignes rouges explicites. En contournant ces mécanismes, un nouvel espace de négociation gagne en vitesse, mais perd en prévisibilité. Le projet prend alors une tournure plus concrète. Des invitations sont évoquées, des capitales sont contactées et très vite, un noyau initial de participants potentiels se dessine, incluant des États dont la présence à elle seule suffit à susciter le débat. Certains sont perçus comme des acteurs stabilisateurs, d'autres comme des figures controversées sur la scène internationale. C'est à ce stade que les premières réticences apparaissent. Plusieurs diplomaties occidentales s'interrogent en interne, non pas sur l'idée de dialoguer, mais sur le cadre proposé, sa composition et surtout sur les conditions d'accès. Car contrairement aux forums traditionnels, ici, l'adhésion ne semble pas reposer uniquement sur des critères politiques ou institutionnels. Selon les éléments qui circulent alors, une distinction claire se dessine entre différents niveaux de participation. D'un côté, des États pouvant prétendre à un rôle central et durable. De l'autre, des participants périphériques invités de manière plus ponctuelle. Et entre les deux, une ligne de séparation qui ne repose pas uniquement sur l'influence diplomatique. C'est dans ce contexte que la question financière fait son apparition. Loin d'être présentée comme une contribution volontaire ou un mécanisme de financement collectif, elle est évoquée comme une condition d'accès renforcée. Une somme suffisamment élevée pour transformer la participation en engagement lourd, presque irréversible. Une somme qui change la nature du choix proposé aux États concernés. À partir de là, le débat quitte le terrain abstrait. Les discussions ne portent plus seulement sur la paix ou la stabilité. Elles portent sur la légitimité, sur le droit d'influencer un processus présenté comme global et sur le message envoyé à ceux qui, pour des raisons politiques, économiques ou éthiques, refusent d'entrer dans cette logique. C'est précisément à ce moment que certains pays choisissent de se retirer du processus avant même son lancement officiel, non pas par opposition frontale, mais par prudence stratégique. Ils estiment que participer dans ces conditions reviendrait à valider un précédent dont les conséquences pourraient dépasser largement ce dossier précis. Car une fois qu'un tel mécanisme existe, il peut être reproduit, étendu, normalisé. Et c'est là que le contexte prend tout son sens. Cette initiative ne surgit pas dans un monde stable. Elle apparaît dans un environnement où les alliances sont déjà mises à l'épreuve, où la confiance entre partenaires est fragile et où chaque signal est interprété avec une extrême attention. Ainsi, avant même que le Conseil de paix ne tienne sa première réunion, ses effets commencent déjà à se faire sentir, non pas sur le terrain militaire, mais dans les calculs diplomatiques, dans les conversations à huis clos et dans les décisions silencieuses de ceux qui choisissent de dire non. C'est ici que le cœur du problème apparaît clairement, non pas dans l'intention affichée, mais dans le mécanisme choisi. Jusqu'à ce point, l'initiative pouvait encore être interprétée comme une tentative audacieuse, certes controversée, mais inscrite dans une logique de pragmatisme diplomatique.
Or, l'introduction d'une exigence financière massive change radicalement la lecture. 1 milliard de dollars. Le chiffre n'est pas anodin. Il dépasse largement le cadre symbolique. Il exclut de facto. Il sélectionne, il hiérarchise. Dans les structures multilatérales classiques, les contributions financières existent. Elles sont proportionnelles, étales, négociées. Elles visent à financer un fonctionnement collectif. Ici, la logique est différente. La somme évoquée n'est pas présentée comme un financement opérationnel transparent. Elle est associée à un statut, à un niveau d'accès, à une capacité d'influence accrue. Autrement dit, l'argent ne sert pas seulement à faire fonctionner le cadre. Il devient un critère d'appartenance. Ce glissement est fondamental, car dès lors qu'un processus de paix repose sur une capacité de paiement, il rompt avec un principe central de la diplomatie moderne, l'égalité formelle des États autour de la table. Même si cette égalité est souvent imparfaite dans la réalité, elle demeure une référence structurante. Ici, cette référence est explicitement contournée. Pour certains pays, cette condition agit comme un révélateur. Elle ne soulève pas seulement une question budgétaire, mais une question de souveraineté politique. Accepter, c'est reconnaître qu'un accès privilégié à un processus présenté comme global peut être acheté. Refuser, c'est risquer de s'exclure d'un espace où se prennent des décisions majeures. C'est ce dilemme qui provoque la rupture. Au moins 3 États font alors le choix de refuser publiquement, pas par provocation, pas par posture idéologique, mais parce qu'ils considèrent que franchir cette ligne reviendrait à normaliser une pratique qu'ils jugent dangereuse à long terme. Ce refus n'est pas neutre. Il envoie un message clair. La paix, selon eux, ne peut pas fonctionner comme un club à droit d'entrée variable. Elle perdrait alors sa légitimité et avec elle, sa capacité à produire un consensus durable. À partir de ce moment, l'initiative cesse d'être perçue comme un simple outil diplomatique. Elle devient un test de loyauté, un test de vision du monde, un test sur la manière dont les règles internationales peuvent être redéfinies sans traité formel, sans vote multilatéral, mais par l'instauration progressive de nouveaux usages. Et ce test est observé de près par les alliés traditionnels qui se demandent si cette logique pourrait un jour s'appliquer à d'autres dossiers, par les puissances concurrentes qui analysent les fissures et les opportunités, par les acteurs régionaux qui évaluent le coût réel de rester en dehors. Car même un refus a un prix diplomatique, un prix stratégique, parfois un prix sécuritaire. C'est là que la rupture devient tangible, non pas sous la forme d'une crise ouverte, mais sous celle d'un désalignement progressif. Les positions se figent, les échanges se refroidissent. Et l'initiative, censée rapprocher, commence paradoxalement à diviser. Le plus frappant dans cette séquence n'est pas le désaccord lui-même. Les désaccords font partie de la diplomatie. Ce qui marque les esprits, c'est la vitesse à laquelle ce désaccord apparaît et la clarté avec laquelle certains États choisissent de tracer une limite. Ils ne contestent pas l'objectif, ils contestent la méthode. Et dans les relations internationales, contester la méthode revient souvent à contester l'ordre qui la rend possible. Pour mesurer la portée réelle de cette initiative, il faut désormais prendre du recul, l'examiner non pas comme un événement isolé, mais comme un élément d'une séquence plus large qui traverse déjà les relations internationales depuis plusieurs années. Car ce qui se joue ici ne commence pas avec ce Conseil de paix. Il s'inscrit dans une évolution plus profonde, celle d'une diplomatie de plus en plus marquée par la personnalisation du pouvoir, par des décisions rapides, parfois déconnectées des cadres institutionnels traditionnels, et par une redéfinition implicite des règles du jeu. Dans plusieurs dossiers récents, on observe le même schéma. Des engagements anciens sont réévalués, des alliances autrefois considérées comme stables deviennent conditionnelles. Et surtout, des soutiens longtemps présentés comme acquis peuvent être remis en question sans annonce formelle, sans rupture officielle, simplement par une absence de réaction ou par un silence prolongé. Ce type de signal est extrêmement puissant. Dans le langage diplomatique, le silence n'est jamais vide. Il est interprété, analysé, décortiqué.
Lorsqu'un acteur majeur cesse de clarifier ses lignes rouges, les autres commencent à tester les limites, non par provocation systématique, mais par calcul. C'est précisément ce que plusieurs capitales observent aujourd'hui. Dans certains théâtres de crise, des forces autrefois soutenues se retrouvent progressivement isolées. Des équilibres fragiles, construits sur des années de compromis, commencent à se fissurer. Et pendant que l'attention médiatique se focalise sur de nouvelles annonces spectaculaires, ces évolutions se produisent presque à bas bruit. Ce décalage entre le discours et la réalité du terrain alimente une forme d'incertitude stratégique. Les partenaires ne savent plus exactement à quoi s'attendre. Les adversaires, eux, prennent note. Ils comprennent que les réponses peuvent être retardées, atténuées, voire absentes. Dans ce contexte, l'initiative actuelle apparaît sous un autre jour. Elle ne constitue pas une rupture brutale avec le passé, mais plutôt une accélération d'une tendance déjà visible. Une tendance où la diplomatie devient plus transactionnelle, plus flexible, mais aussi plus imprévisible, où les cadres collectifs cèdent progressivement la place à des arrangements ad hoc, dépendant de rapports de force immédiats. Pour certains États, cette évolution est acceptable, voire souhaitable. Elle leur offre plus de marge de manœuvre, plus de rapidité, moins de contraintes procédurales. Pour d'autres, elle représente un risque majeur, car lorsque les règles deviennent floues, ce sont souvent les acteurs les plus vulnérables qui en perdent le prix. C'est là que la question dépasse largement le cas présent. Si un mécanisme de paix peut être conditionné financièrement aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche que demain d'autres formes de coopération sécuritaire, économique, humanitaire soient soumises à des logiques similaires? Et surtout, qui décide de ces conditions et selon quels critères?